Notre objectif, c'est de devenir la banque principale et devenir la plus grande banque du pays aussi. Ça, le fameux statement de Nick, c'est d'avoir 100 millions de clients dans 100 pays et générer plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Bam. Voilà. Go big or go home. Voilà. Bonne idée ou mauvaise idée de mettre toute son épargne dans une carte Pokémon? J'ai mon pote qui me dit je viens de faire x2 en crypto via l'app Revolut. Je dois l'écouter ou pas? Je sais pas si tu connais cette expression en anglais qui dit toujours si ton chauffeur de taxi te dit de faire un investissement, c'est qu'il est déjà trop tard. Imagine si tu as envie d'acheter une maison, si tu peux faire tout ton processus pour ton crédit hypothécaire directement sur une app. Est-ce que les gens ont assez confiance pour le faire? On fait des crédits hypothécaires via Revolut dans plusieurs pays d'Europe déjà et on a pour ambition de le faire en Belgique aussi. Donc je pourrais acheter ma maison d'ici, de mon canapé, et que je prends le crédit pour acheter ma maison. Bah, j'espère, bientôt. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Fran, coucou ma biche. Coucou ma biche. Merci pour ta présence, merci de m'honorer de ta présence. C'est la première fois, j'espère pas la dernière, que j'invite un banquier dans Coucou ma biche. Tu es le responsable belge de Revolut, c'est ça? Country manager, on appelle ça? Ouais, je suis Head of Branch Belgique-Pays-Bas. Ok, Head of Branch Belgique-Pays-Bas. Bon, moi je considère que tu es le boss de la Belgique. Voilà, c'est ça, c'est vrai ça. Moi je dis à tout le monde en tout cas que j'ai un ami que j'ai invité, le boss de Revolut Belgique. Revolut Belgique, alors il y a certainement des gens qui connaissent, soit bien, soit très bien, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est en deux mots? Revolut, c'est un peu la banque de demain. Donc, on est une banque, maintenant une banque belge, avec des IBAN, des comptes en banque belges. Et on a pour mission vraiment de simplifier all things money. Donc, tout ce qui touche à l'argent. En fait, donc la gestion d'argent, que ça soit faciliter l'ouverture d'un compte en banque, le fait d'épargner, investir, avec beaucoup de produits aussi pour les transferts internationaux, okay. Accès voyage, etc. Et avec ambition vraiment en fait de devenir la banque préférée des Belges, des Européens, voire même mondialement si on écoute Nick, notre founder. Donc, J'adore parce que tu as fait une intro où j'ai déjà 20 questions. Donc tu parles d'IBAN, peut-être expliquer ce que c'est un IBAN. Tu parles d'une banque belge, tu as accentué, donc là il y a 800 000 clients belges. C'est quoi la différence entre avoir des clients belges et avoir des clients en Belgique? Alors en fait, la différence, c'est que jusqu'ici, donc jusqu'au mois passé, parce qu'on vient de lancer la succursale belge. Ouais. Félicitations. Si tu ouvrais, merci beaucoup. Gros achievement, là, ça faisait plus de 2 ans et demi qu'on travaillait dessus, donc très content. Okay. Ce qu'on a fait en fait, c'est que voilà, jusqu'ici, si tu ouvrais un compte Revolut en Belgique, tu ouvrais un compte en Lituanie. Donc, tu devenais client d'une banque lituanienne avec un numéro de compte en banque lituanien. Mais du coup, c'est vrai que voilà. Pour accentuer la croissance, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ouvrir vraiment une succursale locale. Donc, engager des gens sur place, on a un bureau et on a pu en fait obtenir toutes les autorisations réglementaires pour pouvoir en fait établir la banque en Belgique et migrer tout notre portefeuille de clients vers la succursale belge. C'est quoi des obligations réglementaires? Ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas si tu veux partir dans ce point-là. C'est quoi? C'est la FSMA, la FEDELFIN, la BNB, c'est la BCE, c'est quoi les codes à appliquer? C'est l'intégralité en fait. Parce que si, quand tu ouvres une banque, tu es assujetti aux lois réglementaires, aux lois AML, les lois des entreprises, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est vraiment, tu prends l'ensemble des législations en fait, qui sont applicables à une banque belge avec certaines exceptions. Okay. Et on doit vraiment adapter, que ce soit le produit, la manière de communiquer à nos clients, et toute une série de choses pour faire en sorte en fait, de vraiment d'ouvrir. En fait, on a ouvert une banque, si tu veux. C'est quoi? Donc, c'est par exemple, je crée une boisson, c'est un peu l'AFSCA qui va vérifier que cette boisson elle est commercialisable, distribuable. Toi, tu as des obligations par, entre guillemets, l'AFSCA, qui est au niveau bancaire, avec d'autres organismes qui vont valider que tu peux faire ton activité. C'est ça? Exactement. Donc, c'est faire en sorte de vérifier l'identité des clients d'après le régime réglementaire local, faire en sorte aussi de proposer les produits qui vont parler aux consommateurs belges. Donc, ce qui est pas...
ce qui est quand même un petit peu de travail aussi, et faire en sorte, surtout, mon objectif principal ici, c'était de me dire, ok, si une personne ouvre un compte chez Revolut, que la personne ne soit déjà pas bloquée à n'importe quel moment en faisant les paiements, ou si la personne reçoit son salaire sur un Revolut, que la personne ne soit jamais bloquée en fait dans la vie de tous les jours. Et en fait, ça peut être des trucs complètement débiles. Pour donner un exemple, tu vois les communications structurées. Ouais. Donc sur ta facture Viva les 3 chiffres, voilà. plus, les chiffres là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. C'est typiquement belge. Donc il n'y a aucun autre pays qui fait ça en Europe. Et il faut comment les autres? Ils te mettent une communication libre et ils te font c'est pour la réconciliation en fait. Donc c'est ta facture arrive à Viva. Je trouve ça smart. C'est smart. Tu mets un code de réconciliation et directement c'est dans ta comptabilité. C'est smart. Mais le truc c'est en tant que banque lituanienne, c'est pas une feature qu'on avait de base. Donc en fait ça fait partie. Tu dis qu'il fallait adapter vos systèmes et votre framework, votre mode de fonctionnement à cette typicité locale. Exactement. Et donc c'est pour toute. Donc on regarde vraiment quelles sont les spécificités, les demandes en fait des clients en Belgique, et vraiment adapter nos produits pour faire en sorte de pouvoir offrir quelque chose qui soit conforme à la réglementation, mais aussi qui soit génial et qu'on n'ait pas nos clients qui soient bloqués où que ce soit, on va dire. Ok. Je fais un peu exprès, mais il y a 3 à 4 ans, c'était très hype de dire ouais, moi j'ai une Revolut, fais-moi un Revolut. On disait fais-moi un Revolut pour dire fais-moi un virement sur Revolut, de Revolut à Revolut. C'était quoi la hype qui a été lancée et pourquoi on appelle ça une fintech ou une néobanque? C'est quoi tous ces nouveaux termes et ici, entre parenthèses, on va beaucoup angliciser, on va utiliser des anglicismes et ergoter et des lettres. Donc nous, on se comprend par rapport à ça, mais on va essayer de vulgariser tout ça. Alors, premièrement, j'espère qu'il y a encore une hype. Donc, quand on voit les chiffres de croissance qu'on a, etc., je pense que voilà, ça parle d'eux-mêmes. Ouais. Je pense qu'une des grosses différences qu'on a vues à la base et la raison d'être, de nouveau, c'est un avis très personnel des fintechs, c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi je suis passé de la banque traditionnelle à la fintech, c'est qu'on met un petit peu le client au centre de tout ce qu'on fait. Et donc, on va essayer de résoudre les problèmes clients et d'offrir des produits qui bénéficient avant tout le client. Et c'est pour ça qu'on est si attractif. Donc, que ce soit quand on a commencé... à la base, on était une société de paiement basée à Londres et avec vraiment un target, que ça soit pour envoyer des devises, échanger des devises, etc., ce qui coûte très très cher avec une banque traditionnelle. C'est quoi la différence entre une société de paiement et une banque qui va effectuer tes paiements? Alors, c'est au niveau... Ouais, je peux de nouveau partir très loin, mais c'est... Je t'arrêterai si t'es trop loin. Ok. Je vais essayer de simplifier à mort. On n'est pas réglementé de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'une société de paiement peut t'offrir un compte potentiellement de paiement, mais ne peut pas t'offrir un compte en banque. Donc, c'est-à-dire en fait une banque au niveau européen, tes fonds sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Si tu as un compte en banque dans une vraie banque et que la banque fait faillite... C'est quoi une fausse banque? Tu dis une vraie banque, c'est quoi une fausse banque? Une vraie banque, c'est une société de paiement ou une banque qui... Voilà, c'est pas une fausse banque, c'est une banque qui n'a pas une licence bancaire, si tu veux. Qui répond aux normes, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc une vraie banque, c'est une société avec une licence bancaire, en fait. C'est ça. Donc si toi et moi, on se dit, voilà, on crée notre banque, on n'a pas de licence bancaire, on est une fausse banque. Ouais. Okay. On va demander de l'argent à notre producteur, on va dire, on va le placer, on peut pas le faire. Ou on peut le faire, mais c'est limite. Non, tu peux pas le faire, non. On peut pas le faire. C'est limite. Tu peux pas le faire. Non, c'est pas limite, tu peux pas. Ok, c'est binaire, on peut pas. Ok. Non, tu me disais, voilà, différence de paiement, il y a la garantie des dépôts, il y a le fait qu'une banque, c'est beaucoup plus réglementé qu'une société de paiement aussi. On a beaucoup plus d'obligations par rapport aux banques centrales, etc. Mais aussi une banque a la possibilité de faire un peu plus, c'est-à-dire par exemple faire toute la partie lending. Donc, tu peux avoir une carte de crédit, une vraie carte de crédit avec une vraie ligne de crédit dans une banque, dans une vraie banque. Tu peux acheter ta maison en faisant ton crédit immobilier dans une vraie banque, etc. Chose que tu peux pas faire dans une société de paiement. Une société de paiement, c'est va principalement te permettre de transférer des fonds, en fait. J'ai repris ici des articles de l'Echo. Donc il y a 800 000 clients belges de Revolut qui vont recevoir leur IBAN belge. Donc c'est assez récent. Ça représente quoi, 800 000 clients? Est-ce que c'est beaucoup? On est 11 millions en Belgique. Il n'y a pas 11 millions de personnes qui peuvent avoir un compte bancaire, on est d'accord. Mais il y a 800 000 clients qui finalement sont multi-bancarisés. Le Belge, je pense, est vachement multi-bancarisé. Ouais. Le Belge a entre 3 et 4 banques, je pense, ou... Bonne question. Vous êtes... Parce que c'est quoi votre objectif? C'est d'être banque principale ou d'être à chaque fois la deuxième meilleure banque de la plus grosse banque? Notre objectif, c'est de devenir la banque principale et devenir la plus grande banque du pays aussi. Ok. Donc toi, tu considères plus que tes concurrents sont les 4 Big Four banks plutôt que des autres néobanques? Tout à fait. Donc maintenant, je pense qu'on est la plus grosse fintech européenne.
Et on commence à avoir un nombre de clients qui est quand même assez significatif, un portefeuille de produits qui est assez significatif aussi. Ça veut dire quoi ça? Un portefeuille de produits significatif? Ça veut dire qu'en fait, on commence. Peut-être pour revenir sur la différence entre une fintech et une banque traditionnelle. Très bien. Fintech, ça va être. Ça englobe plusieurs types de licences que tu puisses avoir. Okay. Fintech, je le rappelle, c'est technologie financière. Exactement. Donc, c'est une boîte qui est dans la technologie financière. Donc, ça couvre énormément de domaines. Mais ce que tu vas appeler une néobanque, ça va être une banque qui va être un petit peu plus récente, qui va être plus axée de technologie, donc utiliser les outils technologiques pour pouvoir fournir un service. Versus les banques traditionnelles qui sont là depuis des décennies, parfois des siècles, et qui ont un peu plus de legacy, donc de bagages. Mais ce qui fait qu'en fait, ils ont peut-être une offre de produits qui est beaucoup plus large, mais peut-être une manière de servir leurs clients qui va être très différente de la nôtre. Donc, nous, nos canaux principaux, ça va être purement online. Tout le onboarding se fait via... C'est digital first, digital only? Digital only. Ok. C'est quoi la différence? Digital first, je pense que tu as quand même un potentiel point de contact physique quelque part, ce qui est pas notre cas. Donc, okay. Voilà. Trade, c'est digital first ou digital only? Je les connais pas assez bien. Moi, je dirais digital only. Tu réponds comme un banquier. Ouais. C'est bien. Ok, deuxième titre, Revolut lance ses IBAN belges donc pour ne plus rester une banque secondaire. Donc tu viens d'y répondre. Francesco Agemio, Revolut, en termes de croissance, nous faisons mieux que les banques traditionnelles. J'ai envie de dire heureusement, si on a comme aspiration de grandir, être vraiment d'entrer dans le club des grosses banques. Je pense qu'on a intérêt à faire mieux en termes de croissance que les banques traditionnelles en termes d'acquisition client. Par contre, je vais juste te corriger sur un terme, c'est que tu utilises le mot IBAN. C'est que je préfère qu'on utilise le mot compte en banque parce que on n'offre pas un IBAN, on offre un vrai compte en banque belge. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à ça. C'est quoi la différence justement? Au niveau de la garantie des dépôts, d'accord. Au niveau de la protection client, etc., tu es plus couvert avec un vrai compte en banque belge plutôt qu'avec une fintech qui t'offrirait un IBAN belge. Parce qu'à ce moment-là, oui, tu sais pas, tes sous peuvent être dans un autre pays, par exemple. Okay. Ce qui n'est pas le cas à partir du moment où tu as une véritable succursale avec un vrai compte en banque belge. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser plutôt le terme. Très bien, ouais. Voilà. Soyons pointilleux. Est-ce que tu sais d'où vient le mot banque? Absolument pas. C'est pas trop loin de toi en fait. Donc, le mot banque vient du mot italien banco qui signifie banc ou table. Au Moyen-Âge, les changeurs de monnaie italiens opéraient sur des bancs dans les marchés. Et quand l'un d'eux faisait faillite, son banc était symboliquement cassé, rompu en public. Donc c'est le banqueroute, bancarota. Ok. Donc qui signifie littéralement banc brisé. En quoi une néobanque ou une fintech serait plus perçue comme moins safe, plus risquée qu'une banque traditionnelle? Pourquoi est-ce que les gens ont cette impression? Ils disent, oui, moi, je vais pas mettre tout dessus parce que c'est peut-être moins safe. C'est une perception, ok, mais... Avant tout, c'est une perception. Je pense qu'il y a le fait qu'on est un peu plus... on est nouveau sur le marché. Donc, je pense que c'est quelque chose... la confiance, ça prend... je crois que ça prend des années, des décennies à se créer et ça peut se briser assez rapidement aussi. On a vu aussi même dans les banques traditionnelles qu'à un moment donné, pendant la crise 2008, on a eu une perte de confiance dans les institutions financières, etc. Donc forcément, Revolut, on a 10 ans maintenant. Donc on est tout nouveau. On est installé, c'est pas la banque, c'est pas possible que ce soit la banque de tes parents, quoi. Ouais. Là où tu as une banque traditionnelle, effectivement, on a un petit peu, t'as un peu tout ce bagage legacy, etc. que nous on doit je pense créer au fur et à mesure, etc. Mais sinon, à part ça, les banques, elles sont réglementées de la même manière. Donc, Revolut, maintenant, notre régulateur principal, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, on a les mêmes obligations que n'importe quelle autre banque, en fait. Okay. Voire même plus que certaines plus petites banques, quand on est devenu banque systémique au niveau européen. Donc voilà, c'est une question de perception. Je pense que la confiance, etc., c'est qu'on est relativement nouveau sur le marché. C'est vrai que si tu n'as jamais entendu parler de Revolut, je pense qu'il faut un petit peu de temps pour que nous, on crée cette confiance, viennent avec des produits qui soient attractifs et donner envie aux gens de mettre leur salaire, pour potentiellement cycler acheter leur maison avec Revolut. Pourquoi pas? Est-ce que justement, on peut faire une adéquation entre vos propositions attractives, je donne un exemple après, et le fait que les autres banques traditionnelles sont un peu moins innovantes? Je donne l'exemple, c'est... je suis parti en vacances là, il y a quelques semaines. Je suis tu vois où je veux en venir, je pense. Je suis à l'aéroport. Et là, il y a un distributeur Revolut de cartes. C'est-à-dire qu'apparemment, je peux aller à ce distributeur comme un Fanta, un Coca, et aller commander ma carte.
je ne vois pas d'autres banques comme BNP, Belfius, ING, enfin, whatever, qui feraient ça. C'est quoi la folie que vous avez créée en faisant un distributeur de cartes comme ça? C'est un très bon point d'entrée en fait pour certains clients. Donc effectivement, on a un produit qui est quand même assez varié maintenant. Donc C'est légal de faire ça, de donner des cartes comme ça dans le distributeur? Tout à fait, tu dois quand même ouvrir un compte. Hein. Donc en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu es au distributeur, tu prends ta carte, tu scannes ton QR code, tu télécharges l'app, tu crées ton compte. Donc on va te demander ton document d'identité, on va te demander poser tout un tas de questions, ton compte est ouvert et ensuite tu peux avoir t'as une carte que tu peux lier directement à ce compte-là. Ce qui est assez pratique quand tu pars à l'étranger, mettons que tu es à l'aéroport et tu te rends compte qu'en fait tu vas devoir payer en devises étrangères et tu as envie de faire des économies, ce qui est quand même un des use cases qui est encore assez fort chez nous. Tu peux, même en dernière seconde, en ne pensant pas forcément en avance, tu peux ouvrir ton compte Revolut et moi c'est... Ensuite, si le produit t'a plu et que tu as aimé l'expérience, potentiellement, tu peux continuer à l'utiliser comme compte de paiement, potentiellement... Voilà, c'est ça. Combien ça coûte de créer une carte comme ça? Bonne question. C'est pas de chiffre exact. C'est un coût marketing ou ça vous amène, ça vous onboard vraiment des clients et c'est un chiffre significatif à la fin de l'année? Non, ça a quand même son petit succès. Donc voilà, j'ai pas de chiffre précis en tête. Pour être honnête, il faudrait que j'aille voir avec mon équipe marketing. C'est quoi donc Mais ça fonctionne. On est dans plusieurs aéroports. Donc on est à Rome, on est à Bruxelles. Je pense que c'est une initiative qu'on essaie de répliquer dans certains autres aéroports aussi. Donc après, c'est la folie. Moi, j'étais là, t'avais Tomorrowland qui se finissait, t'avais un DJ en plein milieu du truc, t'avais ce distributeur de cartes Revolut. Cette vibe, on va dire, créative et innovante, était quand même au sommet. C'est-à-dire que tu pourrais faire ton truc en même temps être sur la main stage de Tomorrowland dans l'aéroport. Enfin, je trouve ça hallucinant. Vraiment, je trouve ça hallucinant. Donc, bravo pour ça. Merci. Donc, 800 000 clients, 314 millions, j'ai les chiffres, je pense, 2024, de dépôts. Fin 2024, c'est possible, hein, 314 millions de dépôts? Belgique ou Belgique, hein, j'ai Belgique. Hein. Oui, écoute, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Pour être honnête avec toi. Même pas 400 euros par client. Pour comparaison, où la Belgique, c'est 25 000 euros. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est issu de la presse. Hein. C'est bas, mais parce que c'est lié à quoi le fait que ça soit plus bas? On n'avait pas de produit d'épargne en Belgique. Déjà, c'est une des premières choses. Et deuxième chose, on était comme si... je pense que le fait d'avoir un compte en banque belge, ça rassure quand même un certain nombre de personnes et ça a quand même le potentiel d'amener plus de dépôts. Donc moi, je le vois par exemple aux Pays-Bas. Donc j'ai lancé les Pays-Bas il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Okay. Et chaque fois qu'on ouvre une succursale avec des comptes en banque locaux, évidemment, ça fait augmenter de manière assez significative l'utilisation des comptes et aussi les dépôts. Et aussi le fait de pouvoir offrir des produits d'épargne avec des taux qui sont plus intéressants, par exemple. D'accord. Et forcément, là, on va motiver nos clients à avoir plus de dépôts. Donc forcément, maintenant, ça fait un mois et une semaine qu'on a lancé ici sur la Belgique. Donc c'est vraiment tout frais. Mais on voit déjà ici avec le lancement du produit d'épargne, on voit déjà que les gens placent beaucoup plus leur argent chez nous. Et on vient vraiment concurrencer. Ouais, on espère justement venir. Moi, je suis convaincu, c'est du sérieux. On prend les chiffres mondiaux, donc pour mettre en perspective la situation belge, mais les chiffres au niveau du Revolut à l'échelle mondiale, c'est 60 millions de clients. Ouais. Ça. Et il faut absolument me dire si c'est faux. Hein. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Chez Globo, ça évolue assez vite. Hein, donc, c'est bien, tant mieux. Vers le haut. Revolut a traité plus de 1000 milliards de dollars de transactions clients en 2024. Ouais. L'entreprise a doublé son chiffre d'affaires en 2023 et a connu une augmentation de 72% en 2024, atteignant 3,7 milliards d'euros. Ouais. Il y a ces fameux comptes belges, il y a le siège local, donc ça bouge vraiment, vraiment fort et vraiment vite. Ouais. C'est quoi les next steps au niveau groupe et au niveau local? C'est quoi les ambitions que vous avez là? Je vais surtout t'en parler au niveau local, parce qu'au niveau groupe, tu peux... c'est ça le fameux statement de Nick, notre CEO, ouais. Qui son objectif, c'est d'avoir 100 millions de clients dans 100 pays et générer plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Go big or go home. Voilà. Okay. Donc, I like the spirit. Ça, on veut devenir un acteur global bancaire. Et au niveau local, on a vraiment l'ambition de venir concurrencer les grosses banques. Et, comment faire ça? C'est en fait en venant... on a déjà une liste de produits qui est, je pense, assez attractive.
une expérience client surtout qui est vraiment, qui est, je pense, excellente. Okay. Et on Parce que vous, en fait, vous misez votre stratégie sur l'expérience client. C'est votre fer de lance. Oui, énormément. Je pense que c'est ça qui nous différencie. Je pense aussi, potentiellement aussi, tu disais, hein, une néobanque, une fintech d'une banque traditionnelle aussi. C'est qu'en fait, on essaie de garder vraiment le client au cœur de tout ce qu'on fait, en offrant des produits qui soient vraiment intuitifs, faciles à utiliser, et un peu simplifier la banque, si tu veux, en un sens. Comment est-ce que Revolut ou un banquier, ou toi, quel est ton avis là-dessus, peut aider sur la thématique de l'éducation financière? C'est une thématique que j'aime beaucoup. Ce que les Français appellent l'illitrisme financier, financial literacy, financial illiteracy, donc l'éducation financière. Ici, donc, plus de 4,5 millions de Belges, soit près de la moitié de la population active, sont incapables d'épargner de l'argent de façon régulière. Comment est-ce que votre responsabilité de banquier peut aider là-dedans? Alors effectivement, je pense qu'il y a énormément à faire au niveau d'éducation financière. Donc, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Malheureusement, et pour peu, pas trop chez nous, en fait. Voire même pas du tout. Donc, je pense que pour peu, à moins que tes parents t'apprennent, je pense, qu'à la maison, t'es un peu cette éducation financière. En fait, t'as énormément de gens, je pense, qui arrivent aussi dans le monde du travail sans avoir cette éducation financière. Il y a plusieurs aspects. Hein. C'est toujours, on pense, on se dit toujours qu'épargner, il y a l'épargne sur un compte épargne qui est pas toujours très intéressant au niveau, surtout au niveau des grandes banques, donc qui généralement ne t'aident même pas à battre l'inflation, entre guillemets. Donc c'était une inflation à 3%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ce principe d'inflation et de compte épargne. Ils vont se dire, ouais, moi je préfère mettre ça là plutôt que risquer de mettre ça dans un pool à la maison. Et en fait, ils se disent, c'est mieux. Mais en fait, il y a encore mieux. Oui, tout à fait. Okay. Et il y a beaucoup à faire, je pense, que ce soit au niveau d'éducation, mais de manière générale, parce qu'il il existe de plus en plus d'alternatives maintenant pour pouvoir investir et venir prendre un petit peu de rendement sur ces dépôts. C'est quoi, par exemple, les ETF? Les ETF, ça marche très bien. En fait, ça marche bien chez vous, les ETF? Je pense un petit peu partout. Hein, donc voilà, Vous avez une offre active d'ETF? Ouais, je sais pas dire exactement, je suis pas responsable de la partie stocks, mais non, on offre vraiment énormément d'ETF, aussi énormément de stocks. Voilà, c'est vrai que investir dans les ETF en général, placé dans le marché, c'est vrai que l'avantage c'est que tu peux récupérer une croissance qui en général est un petit peu supérieure à l'inflation et là vraiment faire fructifier ton argent. Mais voilà, c'est comme tous les investissements, c'est un investissement, c'est un risque aussi, quoi. Donc plus d'un ménage belge sur 5, donc 23%, est dans l'incapacité de faire face à une dépense imprévue d'un montant de 1 300 €. Tu trouves ça choquant? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça... Comment faire pour aider à ça? Augmenter les salaires, bien sûr. Okay. Augmenter les salaires, c'est une chose. Mais non, sur une manière générale, avoir une épargne suffisante, je pense, mettre un petit peu de côté tous les mois, je crois que c'est et tu entends même mettre combien de côté un petit peu. Enfin, ça dépend en fait. Quoi, 1%, 10%, 20%? Ça dépend de ses moyens en fait. Hein. Donc c'est vrai que et ça dépend à quel âge tu commences aussi, quoi. Mais voilà, je pense que peu importe ton niveau de salaire, même si tu peux mettre de côté 20 € par mois et commencer à construire un petit portefeuille, je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui peut aussi, voilà, c'est un bon engrenage, quoi. Donc je ne vais pas te donner un chiffre en particulier pour assurer ta retraite, etc. Mais voilà, c'est... Toi, tu te rappelles la première fois où tu étais un peu dans la dèche, où tu t'es dit merde, là, je dois faire gaffe, ou j'ai trop dépensé, ou je dois... C'était quand? C'était à quel âge? Le premier job que j'ai eu, c'était le premier job après université, quoi. T'as toujours été banquier, toi? Absolument pas. Absolument pas, vas-y. Absolument pas. Donc c'est que même à l'université, j'avais pas vocation à travailler en finance ni en banque. Donc je me suis retrouvé à peu près par accident. Donc j'ai commencé ma carrière en start-up. D'accord. Notamment donc, dans le groupe Rocket Internet. Je sais pas si tu vois encore, là, c'était très à la mode il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans, ouais. Ah ouais, créé pas mal de boîtes. Ok. Je me suis retrouvé un peu dans leur giron. J'ai travaillé pour plusieurs de leurs boîtes en début de carrière. Puis j'ai lancé une boîte de livraison aussi en Belgique, financée par un incubateur. L'incubateur s'est cassé la gueule. Et du coup, je me suis retrouvé après quelques années en start-up avec vraiment plus... un peu fatigué et à me dire que je devais faire autre chose. Donc là, c'est vrai que j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et un peu par hasard, j'ai un pote qui m'a appelé en me disant tiens, on va travailler chez ING. Et le mec me dit
ça te dirait pas de... Ça ne dirait pas de postuler, on cherche un banquier qui potentiellement serait intéressé dans les startups. Et toi, tu as bossé en startup, donc potentiellement, ça peut t'intéresser. Ah, je me suis un peu dit, bon, c'est vrai que je ne connaissais pas grand-chose au métier de banquier. J'ai quand même été à l'interview. Et en fait, ça m'a intéressé. Donc, je trouvais que le métier avait l'air marrant. Ok. Et je me suis retrouvé banquier chez ING pendant quelques années, quoi. D'accord. C'était... Qu'est-ce que tu suggères, qu'est-ce que tu conseilles à tous ces jeunes qui font finance, qui font master en gestion d'entreprise ou avec un penchant financier? Qu'est-ce que tu leur conseilles pour démarrer leur carrière dans le secteur bancaire financier? Toujours apprendre. Donc c'est un des trucs, peu importe ce que tu fais comme métier, en fait, surtout en début de carrière. Je crois que j'ai appris des skills qui sont très très différents en startup que ce que j'ai appris ensuite au niveau bancaire. Mais toutes les expériences que j'ai eues m'ont appris d'apprendre différentes choses, j'en ai tiré d'autres choses. Donc par exemple, voilà, ma expérience startup, ça m'a appris à avoir d'expérience de management assez jeune, ça m'a appris à parler à des investisseurs. J'ai fait toutes sortes de métiers. Et de temps en temps, je suis parti vraiment du plus bas, quoi. Donc, les trucs, tu sais, en startup, à un certain moment, j'ai fait du cold calling, quoi. Enfin, donc, voilà. Il fallait vendre. Voilà, il fallait reach the clients. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, j'ai touché vraiment pas mal de choses. Et je pense qu'une des choses, c'est de rester passionné, apprendre un peu toutes les expériences. Et pas hésiter à bouger si on sent qu'on est un petit peu statique ou que les choses ne sont pas nécessaires. Enfin voilà, si tu sens que tu t'embêtes à un moment donné ou que tu n'apprends plus rien ou que tu n'as pas la flamme, le dynamisme, etc. Voilà, pas hésiter à bouger pour aller apprendre autre chose, même changer de boîte, etc. C'est possible de changer de secteur complètement. Et d'être compétent dans pas mal de domaines aussi, quoi. Donc sortant d'études, je pense que le mieux, c'est d'essayer. Enfin, c'est d'essayer, voir ce qui plaît ou plaît pas. Essayer, et voilà. Y aller à fond. Voilà. Accepter de faire des erreurs aussi. Hein. Okay. Ok, très bien, merci. Et une carrière, c'est pas tout droit, quoi. En tout cas, c'est ok qu'elle soit pas droite. Voilà. J'ai un petit jeu. J'adore les jeux. J'ai un petit jeu à faire avec toi. Vas-y. Je crois que je t'en ai pas trop parlé, mais c'est bien, on va aller au talent. C'est le jeu des autres banques et leurs spécificités. Okay. Et du coup, pourquoi Revolut? Ok. N26. Pourquoi ça reste un bon acteur et pourquoi est-ce que Revolut se positionne comme meilleur? Alors, je ne sais pas utiliser depuis assez longtemps. Je pense qu'en termes de suite de produits, on a un petit peu plus. On a une suite de produits qui est un peu plus large. Et je pense qu'on est maintenant disponible dans beaucoup plus de pays. Avec des produits qui répondent plus à l'offre locale. Donc, par exemple, typiquement, moi, à mon niveau, N26 en Belgique, je pense qu'il va être possible d'ouvrir un compte avec un IBAN allemand, et d'avoir son... Voilà. Mais en termes de concurrence vraiment locale, venir concurrencer les banques localement, je pense que pour l'instant, dans beaucoup de pays, ils n'y sont pas. Par contre, je trouve qu'ils ont une belle offre en termes d'investissement, etc. Donc, voilà. Ok. Très bien. Western Union. Si tu veux envoyer du cash au Bangladesh éventuellement. Mais... Ok, je peux pas le faire avec Revolut? Non, pas du cash. Non, Western Union, c'est un peu c'est vrai que c'est plutôt vieux de la vieille. Hein, donc, ils ont une présence un peu globale et je pense que tu peux faire des trucs un peu plus exotiques comme envoyer du cash et genre le truc encore. Exotique, voilà. Nos amis de chez Wise. Ah, écoute, je suis ex-Wise, moi. Hein, ouais, c'est bien, ça fait exprès. Rien n'est laissé au hasard ici. Ok. Non, écoute, nos amis de chez Wise, du coup. Nos amis de chez Wise. Super pour les transferts internationaux. Maintenant, si tu veux un vrai compte, de nouveau un vrai compte bancaire, pouvoir faire tes investissements, que ça soit shares, crypto, toute notre offre de voyage, etc. Sauf que voilà, il y a pas photo. Ok. Je vais essayer de te piéger. Coho. J'ai entendu le parler. Je sais plus ce qu'ils font. Non, tu m'as eu. Hein. Stripe. Stripe, c'est une solution pour faire des paiements en ligne. On a aussi développé Revolut Pay qui fonctionne très très bien. Tu peux même payer avec tes ref points pour avoir des discounts. C'est magnifique. Ok. Payconic. Ouais, ou Hero maintenant. Hein. Fait exprès, ouais. Ok. Non, très, très pratique Payconic. Hein. Surtout si pour les personnes. On a l'obligation en Belgique maintenant d'offrir des paiements digitaux un petit peu partout. Donc, Payconic très pratique si tu veux aller acheter ton Durum et que la personne n'a pas de lecteur de carte. Ok. Top. Deuxième jeu, c'est le jeu des rumeurs sur les banques. Vas-y. La banque peut tout te prendre au-dessus de 100 000 euros. Vrai ou faux?
Bon, non, c'est du bullshit. Donc j'ai 150 000 euros, il se passe quelque chose, structurel, systémique, il y a une faillite, il y a 100 000 euros qui est garanti. C'est garanti par l'État. Donc par l'État, ok. Et le reste, il se passe quoi? Il faut dire, la banque, elle ne va pas c'est pas qu'elle te prend ton argent. C'est juste qu'en fait, voilà, si une banque, c'est une institution financière. Si c'est une entreprise, mais donc si l'entreprise dans laquelle tu as tes sous fait faillite, c'est juste que tu vas pas pouvoir. C'est effectivement l'État, mais c'est l'État, c'est pas la banque, c'est l'État qui va garantir en fait 100 000. que tu puisses récupérer 100 000 euros. Ok. Et les 50 000 qui restent, ils vont où? Les 50 000 qui restent, bah, si tu as de la chance, tu les récupères. Si la faillite est vraiment très mauvaise, bah, tu les récupères pas. Donc okay. C'est quoi le risque qu'une banque tombe en faillite en Belgique? Je crois qu'elle est relativement faible. Hein, donc je pense qu'on a vu, en fait, depuis la crise de 2008, la réglementation a quand même pas mal évolué. Donc on voit en termes de type de capitaux, des investissements qu'une banque peut faire, de comment on doit gérer en fait, notre argent en interne et les garde-fous qui ont été mis en place au niveau européen sont beaucoup plus forts que ce qu'on a vu pendant la crise financière. Donc, sachant que voilà, il y a des tests qui sont conduits par la Banque centrale européenne tous les X temps pour vérifier que voilà, qu'on soit solide. Donc, je pense que très bien. On dit que l'argent qui est mis dans une banque ne m'appartient plus. Il appartient à la banque. Vrai ou faux? Faux. C'est ton argent. C'est mon argent. C'est ton argent. Donc je récupère mon argent. Je mets ce billet-là, je mets une petite croix dessus, je vais récupérer ce billet-là, je ne peux pas récupérer. Bah, ton argent est digital maintenant. Hein. Je pense que. Ok. Je pense que l'argent, faut dire, voilà, c'est une valeur. Donc peu importe que le billet, que ce soit le billet où tu as mis une petite croix dessus ou un autre billet, je veux dire, c'est la même valeur monétaire. D'accord. Donc, je vais récupérer mon billet. Il est symbolique pour moi. Entre guillemets. C'est compliqué. Ça va, ouais. Si tu le mets dans le distributeur, je pense que tu as peu de chance de récupérer. Mais voilà, c'est. Ok. Des banques ont fait des garanties avec du fromage. Vrai ou faux? J'en ai pas entendu parler. Donc, si tu as une anecdote, je suis intéressé parce que je ne connais pas. Mais voilà, donc, en Italie, la Banca Popolare di Sondrio, que je ne connais pas du tout, accepte des meules de fromage de Parmigiano, donc du parmesan, comme garantie pour des prêts aux producteurs. Je comprends, j'accepterai aussi. Le Parmigiano 48 mois, tu me parles. Ouais, apparemment, il y avait un affinage à 36 mois, effectivement. Des banques en conteneurs au Canada. Des agences. Ouais, des agences, ouais. Vrai ou faux? À mon avis, ça doit pouvoir exister. Hein, Ouais, donc au Canada, donc, ils ont, pour desservir des communautés éloignées, des contrées lointaines, du Grand Nord, une banque locale a conçu des banques à partir de conteneurs maritimes. Donc ils appellent ça des micro-banques pour desservir justement des gens. Ils appellent ça donc la route des glaces, c'est pour que des gens puissent avoir accès plus facilement. Parce qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Quoi. Ok. Donc c'est pas aussi innovant que les distributeurs que vous avez fait, mais voilà. C'est encore mieux quand tu n'as pas besoin de l'agence du tout, en fait. Hein. Si tu peux tout faire sur ton app, ouais, c'est vrai. Tu n'as même pas besoin de mettre une banque d'un côté. Après, je ne sais pas si dans ces contrées-là, ils ont Internet. Vérifier. Starlink, exactement. Si la banque a un doute sur un compte en banque, elle doit appeler la police. Rumeur ou pas? C'est pas que tu appelles la police, mais effectivement, si tu fais n'importe quoi sur ton compte bancaire, tu as des chances de te faire... C'est quoi n'importe quoi? C'est-à-dire faire des choses illégales. C'est-à-dire si tu essaies de blanchir de l'argent, si tu vends de la drogue, si tu arnaques des gens via ton compte en banque, et que la banque se rend compte, forcément, ouais, les banques, on a des obligations de suivre la législation. Comme le blanchiment d'argent, c'est illégal, on a l'obligation de faire en sorte que nos clients ne blanchissent pas d'argent via nos comptes en banque. Si tu veux. Donc, ni vendre de la drogue, ni finance du terrorisme. Okay. Voilà. Donc, c'est pour donner un petit peu... c'est pas qu'on appelle la police, tu as des systèmes qui sont automatisés, etc. Fais ça très bien, mais voilà. Vrai ou faux, il est interdit de porter des chaussures marron en salle des marchés à Londres. J'ai jamais bossé en salle des marchés, j'en ai absolument aucune idée, mais aucune. Toi, t'es assez relax, t'es en t-shirt, là tu viens du boulot, t'es en chaussures de sport, c'est quoi, c'est costard cravate, c'est terminé ça? Non, ça dépend des événements. Écoute, la Banque nationale, je mets mon plus beau costume. Ouais, c'est important. Pour venir aux conférences aussi, je mets un très beau costume, mais voilà, on est entre nous, ça va. Ok. Je vais donner 3 mots qui n'ont rien à voir entre eux. Et tu dois relier en une seule phrase pour quelque chose qui fait sens au niveau finance et gestion d'argent par rapport à Revolut. Chio, pizza
et Revolut. Ah, mais Chio, Pizza Revolut, à mon avis, tu peux utiliser notre super tool d'analyse de tes dépenses dans notre app. Tu vois, donc pour voir exactement combien est-ce que tu as dépensé en nourriture pour chien tous les mois pour ton chiot. Est-ce que tu dépenses en pizza directement sur ton app? Donc, Ok, très bien. excellente feature, je recommande. T'as très bien fait. Chaussettes, vacances et investir dans Revolut. Alors, si tu fais en sorte de mettre toutes tes paires de chaussettes dans ta valise avant de partir en vacances, c'est de l'argent que tu vas économiser, que tu vas pouvoir investir via Revolut. Ok, t'es fort. Dernier, yoga, bicyclette et épargne dans Revolut. Écoute, c'est simple, le sport, c'est la santé. Donc, forcément, tu vas aussi, si tu restes en bonne santé, en bonne forme, tu vas faire énormément d'économies que tu vas aussi pouvoir les placer. C'est un peu redondant, désolé. Hein, ouais, t'as oublié bicyclette. Voilà, mais ok. Ouais, yoga et bicyclette, voilà, c'est du sport, les deux. Du yoga Donc, sur ta bicyclette. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une formation sur Instagram pour monter en compétences dans les cryptos? Non, je vais te très très simplement non. Je trouve que c'est une idée exécrable. Je veux investir dans les cryptos. Comment je fais? Je mets au hasard sur Revolut, je fais quoi? Non, je pense qu'il y a deux manières à s'éduquer. Je pense que un des problèmes de la plupart des gens qui vont te vendre des formations, je pense, sur Instagram, c'est qu'ils gagnent de l'argent en te vendant une formation, pas en te donnant une recette miracle, etc. Donc, t'as énormément, je pense qu'il y a énormément de bullshit qui circule sur les réseaux sociaux, notamment les personnes qui te promettent de devenir riche rapidement. Je pense que ça, c'est la première chose dont tu dois te méfier en tant qu'investisseur. Si on te propose une formule miracle, la formule miracle, elle n'existe probablement pas. Je pense que voilà, l'investir, gagner de l'argent, c'est quelque chose ça prend du temps, c'est quelque chose qui se construit aussi. Et je pense qu'il y a des manières de s'éduquer, même online, etc., qui sont vachement plus valides qu'aller acheter une formation sur Instagram. Donc surtout, nous, on n'achète pas de formation sur Instagram, je ne te conseille pas. Ok. J'ai mon pote qui me dit, il revient du week-end, il a pris la carte Revolut et il dit, écoute, je viens de faire x2 en crypto via l'app Revolut. Je dois l'écouter ou pas? Le truc, c'est que s'il a déjà fait x2, t'as aucune garantie qu'en achetant maintenant, ça fasse x3 pour lui. Ah, okay, donc, premier truc. Et je sais pas si tu connais cette expression en anglais qui dit toujours si ton chauffeur de taxi te dit d'investir, te dit faire un investissement, c'est qu'il est déjà trop tard. Je sais pas si tu l'as déjà entendu celui-là. Ouais. Donc voilà, de manière générale, dans l'investissement, je pense qu'il y a une des clés, c'est de diversifier et de faire ça sur le long terme. Donc en fait, tu peux être chanceux. Tu peux acheter une action, une crypto, un machin qui va doubler, etc. C'est pas toute ta stratégie d'investissement là-dessus. Parce que le problème, c'est un peu... Tu peux avoir un coup où tu vas faire 200% parce que tu as trouvé la bonne action au bon moment. Mais tu as aussi... à ce moment-là, c'est pas de l'investissement, c'est du casino. Ok. Donc, si tu veux vraiment faire de l'investissement... mais pas tous tes fonds dans une seule action, une seule crypto, un seul machin. C'est le fameux enjeu de la diversification. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, regardez, soit tu achètes un ETF qui est naturellement diversifié, donc tu achètes entre guillemets le marché, soit tu achètes, tu prends différentes positions et tes positions les plus risquées, mais jamais plus d'argent que ce que tu peux perdre. Parce que c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, c'est plus. Ok. Bonne idée ou mauvaise idée de mettre toute son épargne dans une carte Pokémon? Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font... Alors, si je pose la question... Moi, je dis toujours ça. Si j'ai l'idée, c'est que quelqu'un l'a eu avant moi. Et si je pose la question, c'est que d'office, quelqu'un l'a fait. Ok. Ouais, non. De nouveau, tu vois, diversification, etc. Tu vois, là, je diversifie. Ta carte Pokémon... T'as dit toutes tes épargnes. Ouais, d'accord. Emprunter de l'argent à la banque pour investir en bourse. Mauvaise idée aussi. C'est pas ton argent de base, donc tu peux jamais avoir la garantie que le marché sera en croissance constamment pendant un an, au moment où tu vas devoir rembourser ton prêt, quoi. Okay. Donc non, c'est très mauvaise idée. Je pense que les banques, je crois que t'as aucune banque qui va aller t'emprunter de l'argent pour que tu le mettes en bourse. Hein. Ouais, effectivement. Il y a peut-être des banques qui prêtent assez facilement. Sans leur dire ce que tu vas faire. Voilà, c'est ça. Mais je pense que si tu vas chez ton banquier et que tu lui dis je vais emprunter de l'argent, je vais mettre ça dans le marché, enfin, je vais acheter de la crypto, je pense qu'il y a à peu près personne qui accepte. Voilà. Mettre l'épargne de mon fils dans l'or, sachant qu'une crise va arriver. L'or, c'est une valeur refuge. Donc forcément, si tu sais qu'une crise va arriver déjà, mais enfin. Tu as l'impression qu'une crise va arriver. Tu te dis ok, là ça chauffe un peu entre Trump et Poutine. Moi, je vais tout retirer et je vais mettre dans l'or.
Ouais, c'est une valeur refuge de manière générale. C'est une bonne idée, donc, quoi. de nouveau, si tu mets tous tes œufs dans le même panier. Donc, en général, l'or, c'est une valeur qui va avoir tendance à grandir au moment où les marchés sont un peu plus volatiles. Mhm. Mais bon, t'as jamais aucune garantie, quoi. Forcément, si quelqu'un pouvait lire l'avenir, ce serait. Ok. Tu sais jamais comment les marchés vont exactement évoluer. Donc voilà, je veux dire, moins mauvaise idée que la carte Pokémon, mais voilà. De manière générale, on vulgarise le métier du banquier. Soit c'est très très financier, soit c'est en fait, je veux un crédit. C'est un peu souvent le top of mind. Soit ils font des parallèles avec le loup de Wall Street. Ok, les mecs, en fait, ils brassent du pognon, ils sont là dans une salle, ils crient, ils lancent des nains. Et c'est quoi finalement la réalité pour représenter le métier de la banque et surtout attirer les vrais talents, les vrais nouveaux talents? Le métier de la banque, faut savoir, il y a énormément de métiers dans une banque. Donc, que ça soit quand tu regardes quand tu regardes chez nous, tu as des personnes qui vont faire la partie, des parties plutôt légales, parties plutôt réglementaires, des gens qui vont développer des produits. Donc, les métiers de la banque, ça va de la personne au service client au chargé de relations private banker qui va aller conseiller des clients fortunés ou ce genre de choses. Donc, là, je pense que le loup de Wall Street, c'est société qui fait plutôt l'investissement plutôt que vraiment de la banque. Ouais, ok. Voilà. Il n'y a pas énormément de parallèles avec la réalité du métier de banquier en 2025. Quoi. Et du coup, comment Donc, est-ce qu'on peut rendre ça sexy pour les jeunes qui se disent, OK, en fait, moi, j'ai envie d'être banquier, j'ai envie de bosser en banque. Comment est-ce qu'on peut faire pour les attirer? Personnellement, ce qui m'attire dans le métier de banquier, c'est que je trouve, mais il faut aimer. Je pense qu'il faut avoir un caractère, un peu particulier. C'est quoi particulier? Écoute, moi, j'aime beaucoup la complexité du monde financier, du monde bancaire. Donc, c'est qui peut être très, très, très fort simplifié, en fait, aussi. Donc, faut pas trop avoir peur. Mais il y a énormément c'est un milieu dans lequel il y a énormément de règles. Mais c'est aussi un élément qui est, je pense, central à la vie de tout le monde. Virtuellement, tout le monde a un compte en banque. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Et le fait de pouvoir travailler dans une entreprise où on a pour vocation de faciliter l'accès à des produits financiers, à faciliter le rapport que les gens ont avec leur argent, leurs finances, etc., en offrant des produits qui soient plus attractifs ou des produits qui sont plus faciles à comprendre. Donc, par exemple, imagine si tu as envie d'acheter une maison, si tu peux faire tout ton processus pour ton crédit hypothécaire directement sur une app. C'est génial. Est-ce que les gens ont assez confiance pour le faire? On a déjà commencé en Europe, là. Donc, ouais, bien sûr. On fait des crédits hypothécaires via Revolut dans plusieurs pays d'Europe déjà. Et on a pour ambition de le faire en Belgique aussi. Donc, je pourrais acheter ma maison d'ici, dans mon canapé, et dire, voilà, en fait, j'achète ma maison. Enfin, en tout cas, je prends le crédit pour acheter ma maison. J'espère, bientôt. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi, à ta future carrière, je vais y arriver, et à Revolut pour les prochaines années, les prochains mois? Je pense beaucoup continuer à avoir une belle croissance, continuer à développer des produits qui facilitent la vie de nos clients, en fait. Je pense que c'est le secret, c'est ce qu'on fait depuis des années et c'est ce qu'on a envie de continuer à faire aussi. C'est continuer à justement servir nos clients, les mettre en premier, en fait, et voilà, qu'ils nous le rendent bien, parce qu'à côté de ça, c'est que nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs aussi, pour faire en sorte de venir un petit peu chambouler le marché financier en Belgique et à l'international, quoi. Okay. Faciliter, je dirais, continuer à faciliter un petit peu la banque et la finance, quoi. Si tu avais zéro contrainte, avec une créativité débordante, sans limite, ça serait quoi l'innovation et l'idée que tu mettrais en place au sein de la banque? C'est une bonne question. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai pas de réponse comme ça immédiate. Mais c'est vrai que sans garde-fou, c'est vrai que tu peux partir un petit peu dans tous les sens, entre guillemets, quoi. Donc, ou le service. Je sais que vous faites beaucoup de partenariats. Vous avez pas mal de collabs. Vous avez des assurances qui sont également mises sur l'application. Ouais. C'est quoi la collaboration la plus folle que tu devrais faire? J'ai pas réfléchi nécessairement à la question tout de suite. Donc, à mon avis, je suis pas. On met ça entre parenthèses. Ouais. Ça marche. Avant de clôturer, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message ici aux jeunes, aux auditeurs, à ceux qui sont intéressés pour investir par Revolut ou autre? Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message en guise de conclusion? Le conseil que je donnerais, je pense, un jeune qui a envie d'investir, etc., c'est bon, allez, ouvrir.
essayer essayer ouvrir un compte et commencer à se lancer un petit peu dans ce que soit l'épargne, potentiellement l'investissement et la banque de manière générale. Et c'est essayer les produits, essayer un petit peu les formations qu'on offre aussi au niveau, dans l'app directement. D'accord. Commencer, c'est un premier pas en général vers l'indépendance financière, c'est de commencer, on va dire. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est forcément venez chez nous, ouvrez un compte, et n'hésitez pas à commencer à déposer vos salaires chez nous et faites de nouveau de banque principale. Allez, let's go. On va. Ah non, mais c'est mon objectif. On te le souhaite. Bon, là, je veux qu'un maximum de personnes maintenant commencent à déposer leur salaire et commencent à nous considérer comme banque, comme leur partenaire financier principal. Voilà. Ok. Il n'y a pas un petit code promo, coucou ma biche 20, avec 20 € offerts en guise d'onboarding. C'est pas comme ça que ça marche, non? Si, mais t'aurais dû me le dire un petit peu avant que je prévienne mon équipe. Mais, ou une carte Platinum, une petite carte Platinum. Vous n'avez pas une carte Mirror? Non, je sais que Trade Republic l'a fait. On n'a pas Mirror, on a la carte. Ah, vas-y, il faut du visuel, là, vas-y. On a lancé le plan Ultra là, il y a 2 ans. Ok, c'est quoi? C'est en acier brossé ou... Ouais, elle est sympa, hein? Ah ouais, c'est platine. Oh, c'est satisfaisant. Elle est belle, lui. Elle est vraiment pas mal. Hein. Bon, retiens pas trop le code derrière. Est-ce que. C'est notre plan. Sur Amazon. C'est notre plan vraiment premium. Ok. Chez Revolut. Donc, en fait, ça. J'ai quoi avec ça, par exemple? Alors, tu as accès au lounge à l'aéroport. Ok. Tu as de la data globale gratuite sur ton eSIM. Ok. C'est quoi? C'est comme une Holafly où tu as une eSIM dedans? Non, tu as l'eSIM via ta carte, via ton app Revolut, tu installes ton eSIM sur ton téléphone en fait. Ouais. C'est génial. On a lancé les. On n'est pas au courant de ça? Je sais pas. Mais non, on a lancé en fait donc, dans toute notre offre travel, on a quand même des trucs qui sont vachement intéressants. Donc notamment l'eSIM. Maintenant, c'est que chaque fois que je vais à l'étranger, je recharge mon eSIM Revolut et c'est nickel, je suis parti quoi. C'est fantastique. Avec ça par exemple, t'as 3 gigas offerts tous les mois. Donc si tu te retrouves à l'étranger pendant un week-end, etc., c'est plus que suffisant. Tu te retrouves. Ouais. C'est jamais, hein, écoute. On m'a kidnappé. Tu trébuches, tu finis dans un avion, c'est jamais quoi. Toi tu disais à ta femme, écoute chérie, je te jure, à la base j'étais pas là, mais je me retrouve ici, c'est les potes qui m'ont pris, je suis à Ibiza, ça n'a aucun sens. Donc il y a quelques avantages aussi, comme l'abonnement au Financial Times qui est compris, des trucs un peu marrants comme Tinder aussi qui est inclus dans le truc, dans le plan Ultra. Ok. Donc il y a pas mal d'avantages. Et en fait, mais les plans ce qu'on appelle les memberships chez Revolut, vraiment c'est en fonction de ce que tu fais, tu vas prendre un plan qui va plus ou moins correspondre à tes besoins quoi. Donc voilà. En tout cas, ça marche, j'ai envie de la carte. Je l'ai touché, je l'ai eu en main, j'en ai envie. Je recommande, ouais. La carte métal est très sympa aussi. Merci Fran, merci ma biche, merci pour le temps, pour l'énergie, toi. pour ta sympathie et pour la simplicité, parce que ça reste un métier ultra complexe, des produits complexes, un monde concurrentiel qui est finalement intangible, et tu as réussi à démystifier ça comme il faut. Super, merci, je suis content. Merci. Bien. Tinder Gold, ça régale. De quoi? Non, c'est Gold en plus.